Bonjour, alors aujourd'hui, c'est le 6 juin ici en Normandie à 44, 20, 76e anniversaire, puisque nous en sommes au 76e anniversaire euh, du débarquement allié. Alors qu'est-ce qu'il en reste? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en reste? Peut-être l'idée de ces peuples qui se sont quand même libérés, bien entendu, d'une certaine barbarie. Qu'est-ce qu'il en reste? C'est à la fois très loin et c'est à la fois très près, parce que moi je me rappelle que quand j'étais jeune, quand j'avais 4-5 ans, j'allais chercher le grain des poules chez mon oncle dans un casque américain en tissu, enfin en carton, c'était les sous-casques. Je le vois encore. Alors malheureusement, je pense qu'il a dû être esquinté, mis à la poubelle, parce qu'à une époque, on avait plein de choses qui traînaient. Quand je me rends compte que quand je suis, donc en gros dans les années 70, on n'était qu'à 25 ans du débarquement, c'était tout près, c'était rien du tout. C'était presque l'actualité, puis maintenant ça s'est éloigné progressivement. J'ai des amis qui sont tombés dans la marmite du D-Day, j'ai des amis qui sont devenus collectionneurs, qui ont fait de leur métier de ce moment où les Américains se sont posés là. Les personnes qui ont vécu cette époque on disparaissent maintenant progressivement. J'aime prendre cette idée, cette image de l'écran qui s'allumerait, qui s'éteindrait toutes les secondes. Vous savez, comme on a l'image de ces images séquentielles quand on prend une caméra et qu'on filme, on a 24 images secondes. C'est un peu ça que ça donne comme impression. Là, progressivement, on voit malheureusement, des gens qui disparaissent, les gens qui ont pu nous en parler. Mon père m'en avait parlé, puisque lui il était sous les bombes en 44. Nous sommes tout près de Trévières. Notre monument aux morts est ici dans notre village est criblé d'éclats d'obus. L'église a été refaite, je la vois en ce moment, elle a été refaite parce qu'elle a été bombardée. Voilà, toute la Normandie porte les stigmates de cette libération. Ce qui a surpris aussi les personnes d'un certain âge qui me racontent comment ils ont vécu ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils vous le racontent, ils ont l'impression que au D-Day, les Américains, ça donne l'impression qu'ils étaient restés, quoi. Mais en fait, les Américains ne sont pas restés. Les Américains sont arrivés, les Américains ont occupé le terrain, ce qui paraissait logique puisqu'ils ont eu besoin d'infrastructures. Et puis, ils sont repartis vers l'Allemagne avec. Alors, ce qui a surpris surtout les populations ici, c'est qu'ici on était encore pratiquement au Moyen-Âge. Si on voit les photos de l'époque, on s'en rend compte. On se rend compte qu'il y avait peu de produits industriels, que tout était fabriqué à la main ici avec du matériel local. D'ailleurs, les Américains le disent, ils ont été choqués de voir que quand ils arrivaient de chez eux avec leurs grandes maisons, leurs grandes autoroutes, etc., ils arrivaient ici vraiment dans la campagne, même si eux-mêmes étaient souvent des campagnards, et ils arrivaient dans un autre monde, des maisons plus petites, un univers plus fermé. Et puis, voilà, donc il y a eu une différence sociale qui s'est effectuée, et les gens étaient surtout surpris par l'abondance, c'était une machine de guerre, c'est-à-dire qu'ici, dans les champs qui sont alentours, vous trouverez encore, et je vous le montrerai, des grillages américains, des tôles américaines, parce qu'ici, tout près, il y avait un hôpital de campagne, parce que les Américains avaient bien compris, vous pourrez lire le très bel ouvrage de M. Baudouin, un ingénieur à la retraite qui a expliqué, je crois que c'est l'or rouge, qui expliquait le trafic, le travail avec le sang. Et les Américains se sont bien aperçus que d'après les études qu'ils avaient faites, on pouvait réduire la mortalité en envoyant les blessés vers des hôpitaux rapidement et en leur donnant du sang. Du sang, donc il y avait toute une collecte de sang des États-Unis vers ici, des avions spéciaux pour apporter le sang, et puis tout ça, ça faisait qu'on a construit des aéroports tout près où on embarquait les blessés, etc. Donc ici, le terrain ici est truffé de grillages américains, de tôles américaines, il y a encore sans doute des restes. J'ai moi-même trouvé des boîtes de munitions, j'ai moi-même trouvé plein de choses, pour ainsi dire neufs.
Et puis les gens étaient surpris, voilà, de cette abondance, cette corne d'abondance, hein. Il faut se dire qu'ici, par exemple, les Américains, du côté de Lacambe, avaient monté une usine de Jeep. Alors c'était pas tout à fait une usine au sens où ils partaient pas du roulement, hein, mais les Jeeps, pour des raisons techniques que je ne connais pas vraiment très bien, étaient préparés dans des caisses et il y avait juste à les assembler. Et il y a eu des chaînes d'assemblage à Lacambe, là à peu près, je crois, où est le cimetière allemand en ce moment. Et on avait carrément presque des petites usines. On avait aussi des dépôts de munitions qui étaient énormes. Ils prenaient un champ entier qu'ils remplissaient de jerrycans. Il faut savoir que les Américains avaient aussi, et ça a beaucoup surpris mon père, avaient des rations, hein, c'est-à-dire que contrairement aux armées de Napoléon, ou peut-être sans doute de Jules César, mais il n'y avait pas d'intendance, hein, il y avait une intendance, alors que les armées des époques précédentes n'avaient pas vraiment d'intendance. Je ne parle pas de 14-18. Et donc là, ils avaient tout, hein, qui arrivait en quantité, mais qu'on ne peut même pas imaginer. Rappelez-vous que je crois que Romanche a été le premier port du monde pendant un mois. Je crois qu'il y avait 9 ou 10 000 tonnes de débarquées chaque jour sur un port artificiel. Et donc, ils débarquaient tout. Il y avait une abondance que vous ne pouvez pas imaginer, hein, les rations, tout. Et puis, ça paraissait magique pour des gens comme mon père qui habitaient à la ferme et puis alors la ferme a des vertus, hein, je les célèbre très souvent, mais qui voyaient les Américains ouvrir leur petit repas, leur petit plateau, enfin, et puis qui sortaient des cigarettes, de la confiture, qu'ils échangeaient contre des œufs, du calva, du cidre, etc. Enfin voilà, toute une mystique qui s'est installée, toute une sorte de mystique, qui ne devrait pas donner lieu non plus à une sorte de célébration nostalgique de la guerre, hein. La guerre, ça n'est pas se promener en Jeep Willys avec des jolies filles qui portent des petites soquettes blanches comme dans les films. C'est pas ça la guerre, c'est pas les balles du samedi ou du dimanche, c'est pas les flonflons. La guerre, c'est une gigantesque saloperie que je compare moi à une plaque de neige sur un toit et qui fait que quand c'est parti, eh bien, on ne s'arrête plus, hein. Dans une guerre, eh bien, le but c'est de mettre à terre l'adversaire par tous les moyens. Et depuis 14-18, eh bien, on s'est bien servi, et puis un petit peu avant aussi, on s'est bien servi de la technologie, hein. L'humain, c'est humain vs machine, et celui qui gagne, c'est la machine. Donc voilà un petit point, un petit post sur le 6 juin, qui va être sans doute un peu tempéré par le Covid, par tous ces problèmes, mais on ira quand même faire un petit tour des plages comme à l'habitude. Chez nous, eh bien, c'est un repère dans l'année, ce 6 juin, c'est une sorte de marqueur temporel pour les Normands. Je vous souhaite une bonne journée. Cliquez sur le j'aime, sur le pouce pour nous aider à être référencés, mieux référencés par Google, s'il vous plaît. S'il vous plaît aussi, abonnez-vous parce que ça va nous aider à développer des sujets. Et puis je vous souhaite une bonne et belle journée par ce beau soleil du 6 juin 2020. Voilà.